Bonjour à tous. Donc, je déclare la session de samedi matin ouverte. La première intervention va être présentée par David Fontaine, que vous connaissez sans doute la plupart d'entre vous comme chroniqueur pour le Canard enchaîné, mais qui est un membre fidèle de la Société d'études céliniennes depuis de nombreuses années maintenant, qui va nous faire un petit peu rêver pour commencer ce matin en nous parlant de ce conte pour enfants qu'est le Petit Mouc, retrouvé, tu vas nous préciser les circonstances il y a quelques années. Vous allez apprécier la poésie du ton de David, puisqu'il est aussi un spécialiste de la poétique. Il a écrit un petit opuscule sur ce sujet que je vous recommande vivement. À toi, David. Ça a débuté comme ça, par un scoop de Paris Match, le 31 mars 1994. Pour le centenaire de sa naissance, l'hebdomadaire révélait un conte inédit de Céline composé pour sa fille Colette. Paris Match, à qui elle avait confié ce manuscrit, accompagnait sa publication d'une interview de Colette, alors âgée de 73 ans, qui débutait ainsi. « Quel premier souvenir gardez-vous de votre père ? J'avais un peu plus de 3 ans. À Rennes, où nous habitions, je m'étais faufilé dans le placard de ma mère et m'étais habillé de ses robes du soir. J'avais tout déchiré. Quand mon père est rentré, il m'a dit « Tu n'as jamais eu de fessée ? Eh bien, tu vas l'avoir. » Et je l'ai eue, une fessée exceptionnelle. À peu près à la même époque, j'ai comme éprouvé un véritable émerveillement quand mon père a écrit pour moi son premier livre, Le Petit Mouc. C'est le début de sa vocation d'écrivain. Ma mère, qui avait fait les beaux-arts et était très douée, illustrait le conte. Ça a débuté comme ça, la vocation d'écrivain de son père, selon la fille de Céline, qui semble ici en revendiquer la primeur, par un conte écrit spécialement pour elle, dans le registre de l'émerveillement, du merveilleux donc, mais après une fessée exceptionnelle. À croire Colette Turpin, née des Touches et épouse Turpin, ce conte illustré serait littéralement le premier livre de Céline. Le pari que nous allons faire ici sera de prendre au sérieux ce début de Céline dans le récit, alors qu'on peut penser que c'est un texte marginal, insignifiant, qui ne porte pas sa marque. Ce pari est d'autant plus risqué que si Céline en est bien l'auteur, l'histoire ne semble pas avoir été écrite de sa main et a fortiori dans son style. Dans sa présentation Paris Match précisée, aucun de ces documents ne semble être de la main de Céline. Ce texte resté inachevé a pu être improvisé oralement avant d'être noté probablement par Édith Follet. Improvisation orale, transcription par une tierce personne, les deux pôles de l'oral écrit célinien sont déjà présents, mais ici encore disjoints, et le miracle du style ne se produit pas. 3 ans plus tard, en 1997, ce conte inédit a été repris en volume aux éditions du Rocher, avec un fac-similé des illustrations, mais pas celui du manuscrit, de façon révélatrice. Il est d'ailleurs alors publié comme un livre pour enfants, sans préface ni appareil critique, comme le déplorait l'année Céline 1994. Or, ce bref récit à usage familial s'inspire lui-même d'un conte de l'écrivain allemand Wilhelm Hauff, né en 1802 et mort en 1827, écrivain de contes qui est presque aussi connu que Grimm en Allemagne. Et son conte porte exactement le même titre, Histoire du Petit Mouc. Le fait que Céline le reprenne à l'identique est une manière de signer ou de signaler cette filiation qui n'aurait rien d'évident sinon, vu la liberté qu'il a prise dans l'adaptation, comme on va le voir. Donc on va le voir dans une première partie que je vais consacrer à la comparaison détaillée des deux contes, pour faire ressortir l'originalité et les apports de Céline, tant dans le récit que dans les thèmes, avant, dans une seconde partie, de tenter de montrer comment ce texte originel porte en germe toute une veine que l'on retrouve régulièrement au long de son œuvre, notamment dans les synopsis et arguments de ballet. Alors, au passage, c'est une simple remarque, mais Wilhelm Hauff, qui était un écrivain souabe de contes et d'essais, se trouve être l'auteur, l'année de sa mort, de la nouvelle Le Juif Zus, qui inspirera, aux côtés du livre de Lionel Feuchtwanger, le film de propagande nazie réalisé plus tard, en 1940, sous la supervision personnelle de Goebbels. Alors ça, c'est une simple remarque historique en marge. 2 ans auparavant, en 1825, Hauff avait publié un recueil intitulé La Caravane, qui reprend une structure classique. Une caravane de marchands arabes chemine dans le désert et chacun de ses membres, à son tour, raconte une histoire. Celle du Petit Mouc est contée par le plus jeune membre de cette caravane, Moulay, comme un souvenir d'enfance. Avec les garnements de son quartier, Moulay se moquait d'un voisin discret et solitaire
qui avait une tête grosse comme un potiron et un corps chétif qui lui donnait l'apparence d'un bilboquet. Le père de Moulay, furieux du comportement de son fils, entreprit alors de lui administrer 25 coups de rotin, donc 25 coups de fouet, avant de lui raconter l'histoire édifiante de Mouk, du petit Mouk, qui lui mérite le respect, mais il lui promet de lui faire subir 25 autres coups de fouet ensuite, après le récit. Donc ce récit est doublement enchâssé, puisque le personnage au sein de ce recueil, La Caravane, le personnage de Moulay raconte que son père lui racontait l'histoire de Mouk. Et il est par ailleurs placé sous l'ombre portée de la punition physique qui l'encadre de part et d'autre. Or, Colette Turpin, on l'a vu, associe son premier souvenir d'enfance cuisant, celui de la fessée exceptionnelle, et son émerveillement en écoutant ce conte inventé par son père pour elle. Cependant, autant le conte de Hauf a une visée morale, quasi pédagogique, autant celui réinventé par Céline s'enfuit dans le merveilleux et s'échappe dans le lointain, sans fin close ni morale, comme on va le voir. Donc, à la lecture comparée des deux contes, ce qui saute aux yeux est la liberté de la reprise par Céline. Tout d'abord, le personnage de Mouk est travesti. Dans le conte de Hauf, le petit Mouk est un nain adulte naïf dont l'esprit seul est resté celui d'un enfant. Il vit à Nicée, l'actuelle Iznik en Turquie. Il est le fils d'un savant nommé Moukra qui le méprise et le néglige. Ensuite, à la mort de son père, il est jeté hors de sa maison par des héritiers rapaces qui ne lui laissent que les vêtements trop grands de son père. Et il est contraint ensuite de partir à l'aventure dans le vaste monde. Dans le conte de Céline, Mouk est d'emblée un petit vagabond, sans passé, à qui les dessins d'Édith Follet donnent l'apparence d'un enfant. Et par la magie du « il était une fois », il est jeté dans le désert. C'est par ses vêtements dans les dessins d'Édith Follet que Mouk ressemble le plus au personnage de Hauf. Il a un turban rouge qui peut le faire ressembler à un potiron, un pantalon bouffant, une ceinture trop large qui pend derrière, comme une queue, ainsi qu'un poignard dans certains dessins, comme dans le conte de Hauf. Du point de vue du contenu narratif, le conte de Céline reprend grosso modo les deux premiers épisodes de celui de Hauf, qui occupent à peu près la moitié du récit chez Céline. Le séjour dans une ville où il arrive chez une femme qui s'avère être une sorcière, puis un deuxième séjour dans un autre palais chez un roi dont il devient le favori. Mais il leur fait déjà subir des transformations notables avant de diverger franchement du récit de Hauf et de greffer toute une suite de péripéties supplémentaires. Donc, première série de transformations, la sorcière et ses animaux. Chez Hauf, Mouk débarque dans une ville inconnue et se glisse entre les chiens et les chats. Bon, il est affamé, et il se glisse au milieu des chiens et des chats qu'une vieille rameute chez elle pour les nourrir. Finalement, il la supplie de la nourrir, elle le nourrit et elle l'embauche comme gardien de ses animaux, dont 2 chats et 4 chattes qu'elle considère comme ses enfants. Tandis que chez Céline, il s'agit d'une jolie dame, jeune et même sensuelle, qui vit dans un beau palais et qui recueille volontiers Mouk à l'orée du conte. Elle est dessinée par Édith Follet, tantôt seins nus sous un mince voile, avec sa longue chevelure brune, tantôt élégamment vêtue, et elle semble même se changer à chaque planche, alanguie parfois même sur son sofa. Néanmoins, elle dévoile très vite sa face de marâtre, je cite le texte, sa méchante figure, en donnant des ordres à Mouk. Piler le grain pour ses oiseaux, les nourrir, faire chanter un oiseau qu'elle capture et ramène dans sa chambre, le remettre dans la volière, etc. Donc, si je résume, d'un côté, Hauf décrit une vieille à chien et chat qui porte le nom très humain de Madame Haafzi. De l'autre, Céline esquisse une femme fatale mais cassante, attirante mais autoritaire, voire ensorcelante. Chez Hauf, d'ailleurs, elle n'est identifiée comme une sorcière qu'après coup, à travers l'attirail que découvre Mouk en son absence lorsqu'il pénètre enfin dans une chambre mystérieuse qu'il convoite. De même, chez Céline, la dame, la jolie dame en question, n'est nommée sorcière qu'après son retour d'un voyage, à un moment où elle s'envole, car Mouk a découvert que le petit oiseau qui l'a fait chanter, pour elle, redevient un petit prince une fois remis dans sa volière, et il découvre que dans cette volière, tous les oiseaux sont des petits-enfants captifs. C'est ici l'autre transformation, tout aussi symptomatique, que fait subir Céline au conte de Hauf. Chez Hauf, les animaux de la sorcière étaient des chiens et des chats qui ne parlent jamais, même si la vieille considère certains comme ses enfants, tandis que chez Céline, ce sont des oiseaux qui sont en fait des enfants changés en animaux, par une métamorphose typique des contes de fées. Je cite Céline, « Puis elle va dans sa chambre et s'allonge. Prends l'oiseau sur ton poing, dit-elle au petit Mouk, et fais-le chanter. Oh là là, oh oh, chante l'oiseau. J'étais un petit i prince, et je suis un petit oiseau, oh 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 oh.
La scène peut rappeler le rossignol de l'empereur de Chine d'Andersen. L'oiseau semble convoqué pour distraire un souverain qui s'ennuie. Mais au lieu de révéler sa nature de mécanique, l'oiseau révèle sa nature humaine, avec cette opposition phonique entre le haut du chant et le hi strident de son humanité qui perce sous ses plumes. Cet épisode peut d'ailleurs, si on tient à la perspective comparatiste, anticiper sur toutes ces scènes dans la trilogie allemande notamment, où on voit le narrateur écrivain dans son pavillon de Meudon nourrir des petits oiseaux qui chantent dans sa fenêtre, aussi gais, insouciants, innocents que des enfants, et qui tranchent sur le monde des adultes. Par ailleurs, chez Hauff, la chambre mystérieuse est une vraie qu'explore le petit Mouk, est une vraie caverne d'Ali Baba, où il découvre des babouches magiques permettant de courir sans effort et même de s'envoler, ainsi qu'une baguette qui lui permet de trouver de l'or et de l'argent. Chez Céline, cette chambre interdite, pourtant typique des contes pour enfants, disparaît au profit d'une scène de voyeurisme. Par le trou de la serrure, le petit Mouk regarde la sorcière qui se prépare, dans un petit réduit, à décoller, chaussant des babouches rouges et s'armant de sa baguette. À son retour d'ailleurs, avec le petit prince qu'il a libéré de sa cage, il lui chipe, c'est le mot employé dans le conte, ces deux attributs pendant le sommeil de la sorcière. Alors, deuxième grosse transformation et même opposition que fait subir Céline au conte de Hauff, le personnage du roi et le thème de la vengeance. C'est l'épisode suivant qui voit les deux versions du conte diverger pour finir par s'opposer. Le conte de Hauff présente un Mouk à chaque fois rejeté et rancunier. Après s'être enfui de chez la vieille, Mouk atterrit dans une grande ville face à un palais superbe, et grâce à ses babouches de 7 lieues, il devient le coureur du roi et le favori du souverain. Mais il se retrouve en butte à la jalousie des autres serviteurs et ministres du roi. Curieusement, Céline ne reprend nullement ce motif de l'innocent diffamé et décrié, alors qu'il fera de la jalousie collective contre un héros isolé le ressort privilégié de ses arguments de ballet et de ses synopsis, comme on le verra plus tard, pour ne pas parler de certaines scènes de ses romans. Peut-être, et il s'agit de ma part d'une hypothèse, peut-être parce qu'il ne s'agit pas ici de jalousie féminine contre une femme trop belle. Pour parer à cette jalousie, dans le conte de Hauff, Mouk décide de se servir de sa baguette de Jacob, c'est ainsi qu'elle est nommée, pour trouver de l'or et se concilier ses rivaux, les serviteurs jaloux, par ses largesses. Le conte de Hauff a une valeur morale et la leçon est tirée sur le champ. Je cite « Bon petit Mouk, les illusions qu'il se fit alors prouvent bien qu'il n'avait aucune expérience de la vie. Autrement, eût-il pu s'imaginer qu'avec de l'or, on se crée de vraies amitiés ?» Dans le jardin du palais, alors je passe sur le récit qui m'entraînerait trop loin, mais en gros, il trouve dans le jardin du palais du roi une jarre enfouie grâce à sa baguette magique. De nuit, il prélève des pièces d'or, il les distribue, mais il est accusé par les autres, la jalousie redouble en fait et se retourne contre lui. Il est accusé par les serviteurs et le trésorier du roi de détournement, condamné à mort, et le souverain ne le gracie qu'en échange de ses babouches, puis de sa baguette qu'il s'approprie par ruse. Ensuite, Mouk est expulsé du royaume, il se retrouve dans un bois magique et découvre que ses figues, des figues qu'il mange violettes, qui sont très appétissantes parce qu'il est toujours très affamé, lui donne des oreilles d'âne et un nez de tapir, tandis que des figues vertes constituent une antidote. Il revient déguisé à la cour du roi. Le roi prépare alors un banquet pour ses 20 ans de règne. Par ruse, il procure ces figues au cuisinier du roi, et du coup, toute la cour, ainsi que le roi, se retrouve affublé d'une trompe. Et au lieu de leur donner l'antidote, dont il fait la preuve sur une princesse, le petit Mouk dévoile son identité parce qu'il s'était déguisé en vieux derviche, traite le souverain de roi perfide, de monarque imbécile, et s'envole en le laissant avec ses oreilles d'âne. Donc le conte se finit de façon morale comme une fable politique par le triomphe du héros sur un despote abusif et avide qui est tourné en ridicule. Chez Céline, le personnage du roi est traité de manière très différente et se situe beaucoup plus dans la lignée classique des contes de fées. Le petit Mouk a profité de l'absence de la sorcière, comme je l'ai dit, pour délivrer le petit prince oiseau, qu'il fait chanter et qui finit par reprendre de lui-même sa forme, comme par l'enchantement de sa propre voix, sans nul besoin de baguette magique. Puis en jeune sauveur altruiste, et non en vengeur qui se venge personnellement, le petit Mouk, après avoir chippé les babouches et la baguette de la sorcière, ramène le petit prince dans son beau palais, auprès de ses parents, le roi et la reine, qui étaient tout éplorés et qui se montrent pleins de reconnaissance. Donc là, on atteint un stade du conte de Céline où on pourrait avoir une fin heureuse, comme dans un conte de fées classique. Mais le roi emprunte alors à Mouk, chez Céline, ses babouches et sa baguette,
Pour se venger de la sorcière, il vole vers son palais, rend leur forme humaine à tous les oiseaux de la volière qu'il délivre de 3 coups de baguette de la baguette de Mook, et il transforme à l'inverse la sorcière en chauve-souris qu'il ramène en cage. On a donc d'un côté chez Céline un roi garant de justice qui accomplit la vengeance lui-même et qui ramène l'ordre, à l'opposé du roi injuste et accapareur dépeint par Haof, dont Mook se venge de façon à la fois plaisante et exemplaire. Donc là, on atteint, c'est mon 4e point dans cette première partie, le conte de Haof s'arrête là, tandis que celui de Céline pourrait tout aussi bien s'achever. Puisque une fin heureuse semblait en vue, la situation narrative a été résolue et l'ordre a été rétabli par ce roi juste. Mook a retrouvé sa place comme fils adoptif d'une famille princière. Il est, je cite, « gâté comme le petit prince lui-même ». Mais le récit chez Céline repart pour un nouveau cycle, et donc c'est toute une suite d'épisodes et de péripéties qu'il ajoute de son propre cru. Le récit repart pour un nouveau cycle sous l'effet de l'ennui indicible qui gagne Mook, sous l'effet d'un spleen irrépressible qui l'invite au voyage. Je cite, donc là c'est une scène où dans le palais, le petit Mook est avec le petit prince, délivré. Ils avaient des jouets et des jouets. Le petit prince s'amusait tant et partageait tout avec le petit Mook. Mais celui-ci, sans savoir pourquoi, se sentait triste. Il n'y a donc pas l'ombre d'une jalousie entre eux, ils sont comme des frères, mais c'est cette tristesse d'une vie trop heureuse, sans événement, qui pousse Mook à reprendre la route. C'est un ennui quasi baudelairien, une forme de spleen, sur lequel le conte de Céline, pourtant troussé rapidement, qui avance à grands pas, en très peu de mots, revient dans la page suivante en le développant. Je cite Céline, « Des esclaves nègres leur apportaient des fruits de toutes sortes, des gâteaux et des bonbons de toutes espèces. Mais le petit Mook restait triste, il ne savait pas pourquoi. Il grimpait aux grilles qui séparaient le palais de la campagne et se disait « Peut-être que j'étais plus heureux quand j'étais vagabond. » En tendant l'oreille, on entendrait presque un lointain écho de la vie antérieure de Baudelaire. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs, et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Les grilles du palais à travers lesquelles Mook regarde la campagne en regrettant sa vie de vagabond évoquent aussi la grille du château par laquelle un enfant riche, las de son joujou doré, regarde un enfant miséreux qui joue avec un rat dans le poème en prose de Baudelaire, Le joujou du pauvre. Presque transformé à son tour en petit prince, voilà Mook qui souffre du syndrome de l'oiseau dans sa cage dorée. C'est l'appel de l'ailleurs, la nostalgie fondamentale d'un autre monde qui traverse déjà ce premier micro-récit de Céline. Avec cette reprise d'une page à l'autre, le texte insiste sur ce motif initial de la tristesse sans cause, je ne sais pas pourquoi, qui va devenir une ritournelle typique des contes pour enfants dans toute la suite du Petit Mook de Céline. Comme s'il s'agissait d'armer par une formule rituelle le moteur narratif de l'ennui, cette catapulte formidable qui le projette toujours ailleurs. Ainsi catapulté, le Petit Mook de Céline repart avec ses babouches magiques. Il atterrit devant un château énorme sur un rocher pointu, mais il a oublié ses babouches sous un palmier. Il s'épuise alors à grimper un immense escalier rouge en haut duquel l'attend un géant énorme, hilar dans le dessin d'Édith Follet, qui le gronde de s'être montré, je cite, un petit distrait. Le géant dit à Mook « Il n'y a pas plus de raison dans ta tête que dans une noix creuse. Tu me feras un excellent grand vizir. » Donc, le Petit Mook est sans raison, donc un instrument parfait du souverain. C'est toute une critique politique en creux, ou bien à rebours, comme on l'a vu hier, un éloge de la dictature. Ambivalence célinienne, pour reprendre le mot de Pierre-Marie. Mais de nouveau, c'est le même ressort narratif, mais toujours le Petit Mook était triste, sans savoir pourquoi. Compréhensif, le géant le laisse partir en lui donnant, puisqu'il n'a plus ses attributs magiques, il a oublié ses babouches et sa baguette, il lui substitue un autre instrument magique, il lui donne 3 cailloux permettant de faire apparaître 3 génies et d'exaucer 3 souhaits. Voilà qui pourrait rappeler le conte de Perrault, Les 3 souhaits d'ailleurs. Mook lance un premier caillou en l'air, le génie apparaît dans un fracas de tonnerre. Broum, avec 3 R et 4 M. Patatoum, avec 2 M. Ça semble anticiper, si on est toujours dans cette perspective peut-être un peu tirée par les cheveux de comparer à tout prix avec la suite de l'œuvre de Céline, ça pourrait anticiper sur les onomatopées des bombardements de Ferry, qui ont donné lieu à un célèbre article de Jean-Louis Bory.
Mais ici, c'est un bon génie soumis, comme dans les Mille et une nuits, qui apparaît, et non un Jules luciférien orchestrant le bal des bombardiers sur Montmartre, comme dans Ferry pour notre foi. Le premier souhait émis par le petit Mouk est très célinien. Je cite « Voyager loin, sur la mer ». Mouk se retrouve instantanément à bord d'un bateau avec des petits nains pour équipage. On est presque dans la chanson « Il était un petit navire ». Mais à peine à bord, Mouk, atteint de son spleen incurable, fait un souhait inverse. Je cite « Si seulement nous étions sur la terre ferme ». Et il fait fi d'une première sirène croisée au large qui lui dit bonjour. Mouk se retrouve alors aussitôt sur une île apparemment déserte où un nouveau banquet lui est servi. Là, sur une plage de sable fin, ils installèrent le petit Mouk et lui servirent une collation délicieuse de fruits, d'entremets au chocolat, de crème fouettée et un verre de vin fin. Des petits poissons rouges dansaient et sautaient gaiement dans la mer pendant ce temps. Donc dans ce conte de Céline, au-delà de l'adaptation du conte de Hauff, il y a beaucoup de topos ou de topoi au pluriel, des contes d'enfants qui apparaissent, ainsi ces repas très appétissants qui évidemment captivent les enfants qui peuvent écouter le conte. C'est alors à ce moment-là du conte que 3 sirènes noires attirent le petit Mouk dans les flots et l'emmènent au fond de l'eau, ce qui résout ou dissipe ses accès de tristesse à répétition, ce tourniquet sans fin de l'ennui qui le condamnait à rêver de mer quand il était à terre et de terre quand il était en mer. Nous reviendrons plus loin en détail sur cette fin sous-marine au moment d'évoquer la figure de la sirène. Donc on l'a vu dans cette première partie, avec le thème qu'on vient de voir de la fuite en avant dans le voyage, ou bien de la femme éventuellement danseuse entre les deux pôles de la sorcière et de la sirène. Certains thèmes de l'œuvre à venir semblent ici déjà préfigurés. Nous allons maintenant étudier les résonances dans certaines œuvres de la même eau, ces arguments de ballet et synopsis que Céline a continué d'essayer de placer tout au long de sa vie, en garnissant même ses pamphlets en guise d'intermède féerique. Donc ces œuvres qui sont recueillies dans le cahier Céline, œuvres pour la scène et l'écran, c'est un corpus relativement moins étudié de l'œuvre de Céline, car ce sont des formes brèves, considérées comme mineures, qui jouent délibérément sur un côté daté et démodé, et qui n'ont pas la force ni l'ironie des romans. Mais dans leur légèreté apparente, dans leur brièveté de bagatelles sans importance, elles n'en ont pas moins une grande cohérence interne. Bon, de fait, elles n'ont pas l'achèvement stylistique des romans, puisqu'elles sont censées ne déployer leurs effets qu'au prisme d'une ultime transposition sur scène, en ballet, ou sur l'écran, argument de dessin animé comme Scandale aux abysses. Néanmoins, il est révélateur que Céline est tenue à les republier après-guerre, notamment dans le recueil Ballet sans musique, sans personne, sans rien. Et puis par ailleurs, il y revient avec constance, en contrepoint de la période des pamphlets et de la guerre, comme à un délassement ou comme à une autre scène en marge, ou dire les choses autrement. La plupart de ces arguments et synopsis, là est aussi leur cohérence, mettent en scène la même trame qui semble sortie d'un conte de fées, justement, mais subvertie. Au lieu qu'une jeune fille soit directement persécutée par une méchante marâtre ou par une sorcière, comme dans les contes de fées, elle l'est indirectement par les passions humaines que déchaîne une sorcière. Dans la plupart de ses œuvres, en effet, une jeune femme irrésistiblement belle mais innocente tourne la tête des hommes malgré elle, et se trouve en butte à la jalousie déchaînée des femmes délaissées par leur mari, que vient aiguillonner à point nommé une sorcière. Alors, il y a évidemment une variante lorsque l'intrigue détourne la mythologie classique, comme dans Foudres et flèches ou Scandale aux abysses. C'est alors une déesse épouse délaissée par un dieu libidineux qui poursuit la favorite du dieu de sa jalousie, telle Junon, qui est la déesse de la jalousie par excellence dans la mythologie, dans Foudres et flèches, ou bien Vénus, qui est l'épouse de Neptune, dans Scandale aux abysses. Le petit Mouk, l'histoire du petit Mouk, peut apparaître comme une matrice à cet égard, car la jolie dame qui ouvre la porte à Mouk à l'orée du conte est à la fois cette belle jeune fille et une sorcière en puissance. Elle réunit en elle les deux pôles de la jeune fée et de la vieille sorcière. La belle hôtesse du petit Mouk dessinée par Édith Follet semble avoir les traits d'une star du cinéma muet, telle l'actrice de cinéma Erika, dans la nouvelle Secret dans l'île qui date de 1936, qui vampe tous les mâles d'une île bretonne au dur climat, en même temps qu'elle révèle déjà la méchante figure de la sorcière Kralik. Oui, j'ai dit que c'était une nouvelle, c'est un récit qui était destiné au cinéma, à une adaptation au cinéma. De ce fait, la jolie dame du conte de Céline ne saurait être jalouse d'une autre, cela neutralise sa jalousie, passion majeure qui aimante donc tous les récits céliniens de cette veine-là.
et dont Scandale aux abysses donne la formule à propos de la sirène Printhile, jalousée donc par Vénus, dans le palais sous-marin de Neptune, mais qui est aussi jalousée par les autres filles et les voyous quand elles se retrouvent dans un bouge du Havre. Je cite Scandale aux abysses. « Les copains sont jaloux, les femmes aussi, toujours la jalousie, partout la jalousie, au bal des Titines, tout comme chez Vénus, en son palais des abysses. » Il faut noter que loin d'être des femmes fatales, attirantes, comme la jolie dame du Petit Mouque, toutes les sorcières de Céline par la suite sont immanquablement aussi vieilles que méchantes, comme dans les contes classiques, et dans celui de Hauff en particulier. Ainsi, dans La naissance d'une fée, le premier argument de ballet inséré dans Bagatelle pour un massacre, la description est caractéristique dès le deuxième tableau. Je cite « Sous le grand porche de l'auberge, la vieille Caralique accroupie dit la bonne aventure aux paysans, marchands, etc. La mère Caralique est une vieille gitane méchante, envieuse sorcière. » Au passage, on remarque qu'elle a quasiment le même nom que la sorcière de Secret dans l'île, Kralik. Donc par ces noms qui reviennent, c'est une autre façon d'assurer la cohérence de ce corpus. Donc Kralik, dans La naissance d'une fée, jette un sort à l'héroïne Évelyne et à son amoureux le poète, qui ne va pas tarder à avoir la tête tournée par le corps de ballet des danseuses. Ensuite, Kralik exécute une danse triomphale qui revisite un lieu commun et qui pourrait tout à fait figurer dans un dessin animé. Je cite « Elle est seule sous l'orage, elle ricane, elle danse en boitant la danse des sorcières, la vieillesse méchante, tout autour de la scène, traversée d'éclairs et du vacarme de la foudre. » Le signe que nous nous trouvons bien dans un topos littéraire et artistique que Céline revisite, c'est que la danse des sorcières est en italique. Le mot sorcière est mis en majuscule et en italique, comme si Céline se référait à une autre œuvre, à un ballet classique du répertoire. Plus loin dans cet argument de ballet, Karalik mène la sarabande des épouses délaissées en furie, comme dans Secret dans l'île. Elle attise la jalousie des femmes, qu'elle retourne contre l'héroïne Évelyne. En lançant aux femmes, elle va te prendre ton homme, défends-toi gitane. Elle arme le bras de l'une d'entre elles qui va tuer l'héroïne. Enfin, lorsqu'Evelyne, à la fin du conte, est ressuscitée et métamorphosée en fée par les lutins de la forêt, Karalik finit changé en crapaud, selon un autre topos du conte pour enfants. Mais on voit comment chez Céline, la sorcière agit sur une jalousie sexuelle et passionnelle. De même, dans Voyou Paul, Brave Virginie, la sorcière ouvre le bal sur la plage où Paul et Virginie sont naufragés. Elle excite les sauvages qui dansent en pleine cérémonie rituelle. Elle déchaîne la danse en distribuant un filtre magique, une potion érotisante démoniaque qui va rendre ensuite fou Paul, ou qui va le rendre plus exactement voyou, comme dans le titre, et le pousser à délaisser d'entrée Virginie. Je cite « Elle surexcite le tam-tam, elle pousse les femmes vers les hommes, les vierges vers les mâles, les petites filles, etc. Elle est le démon de la tribu. » Je passe maintenant à la figure de la sirène. Dans le conte, nous avons tout à l'heure laissé le petit Mouque sur la plage, au milieu de son repas servi par les petits nains du bateau. Revenons à présent plus en détail sur cette fin, sur la fin du conte donc de Céline. Mouque est alors repris par l'ennui lorsque, je cite, « Tout d'un coup, un chant délicieux s'élève. 3 sirènes surgies des flots l'interpellent alors. « Et pourquoi as-tu l'air si triste ?»« Je ne sais pas. »« Viens avec nous, nous te montrerons de belles choses au fond de la mer. »« Je veux bien, dit le petit Mouque. » Donc quand il est pris par un 4e accès d'ennui, quand le guette une immobilité mortelle, celle de la satiété heureuse, Mouque rebascule vers la mer, sous la mer, et le voilà parti explorer le monde des profondeurs sous-marines. « Viens, viens, petit Mouque !» lui susurre l'une de ces 3 sirènes noires. « Vois tous ces poissons, ce gros crabe, ces fleurs du fond de la mer, trouves-tu cela joli ? Regarde cette grotte verte, c'est notre maison. Tu vas y voir ce que mes sœurs et moi aimons le plus au monde. » Et elle l'entraînait, et ses sœurs nageaient à sa suite. Fin de citation. La fin du conte de Céline est donc une fin qui se perd dans les eaux, les sirènes apparaissant au bout du conte comme seules à même d'apaiser ou de noyer l'inconsolable tristesse du petit Mouque. Ces 3 sirènes, ainsi, se révèlent tout aussi ambivalentes et fatales que la belle dame et sorcière du début. Or, la sirène refait surface dans l'œuvre de Céline rarement, mais de façon très révélatrice. C'est d'abord la figure inattendue qui ressurgit dans les pamphlets, en ouvrant le prologue de l'École des cadavres, où elle semble invoquer en guise de muse de l'ordure. Elle est explicitement présentée comme la petite sirène de Copenhague, réécrite et revisitée, que le narrateur du pamphlet
que Ferdinand a aussi croisée dans l'estuaire du Saint-Laurent, je cite, « en des circonstances délicates ». Or, jadis, autant elle était tout effrénée de mousse, de joie, de jeunesse, vertigineuse dans les embruns, autant à présent, maintenant qu'il la croise dans la Seine, entre l'île de la Jatte et Courbevoie, son lieu de naissance, symboliquement, autant cette sirène du présent barbote dans les eaux boueuses. Elle harangue et défie le narrateur à coups de « Yop Ferdinand ». Elle lui lance ainsi « Où courez-vous ainsi, songeur, belle bite ?» qu'elle m'interpelle. Elle lui ordonne de l'embrasser et lui lance « Tu vas être grand-père ». Réponse du narrateur du pamphlet « T'es bien renseigné, cher morue ». La boucle est bouclée, Colette, destinataire du petit Mouque et fille unique de Céline, seule à même de faire de lui un grand-père, est ainsi indirectement évoquée. Suit un échange d'injures qui amène la fureur ordurière de l'inspiration pamphlétaire à se réveiller. Et puis la colère m'emporta. Ferdinand la défie. « Je le verrai, Neptune, j'y dirai. J'ai un condé avec sa fille, la sirène du point du jour. » Puis Ferdinand traite cette sirène de harangière, insulte qui la pique au vif. Elle ne digère pas le mot de hareng. Elle lui fait alors tâter la fermeté de ses chairs. Donc il y a aussi le motif de la vieille femme qui refuse de vieillir, comme dans les contes et surtout dans les arguments de ballet. Tout ça, c'est de la méchanceté. Le dialogue continue jusqu'à la promesse finale d'une écriture plus agressive que jamais. « Passe-moi donc l'encre de la Seine » avant cet adieu plein de poésie de Ferdinand à la sirène. « Vire, foi de grand-père, je t'encule vive ». De manière plus atténuée, on retrouve une semblable ambivalence dans la sirène qui est l'héroïne de Scandale aux abysses, écrit donc en 1944 et qui est resté sous presse au moment où Céline fuit de Paris en juin 1944. Donc c'est la favorite du roi Neptune qui trône dans son palais sous-marin au large de Terre-Neuve, tout au nord. Et en tant que favorite, elle est présentée comme la plus belle de son ballet de sirènes, toute ravissante et menue, toute espiègle et mutine. Et d'ailleurs, son épouse Vénus traite Neptune de vieux coureur de petites sirènes. Mais Printil est condamnée à l'exil chez les hommes dans le port, et elle débarque plus exactement dans le port du Havre et devient elle aussi une sirène d'eau stagnante polluée par la méchanceté humaine, une sirène d'estuaire. Plus exactement, elle devient une vulgaire entraîneuse de bar, une harengère détruite par l'alcool à la voix de Roghomme qui ne peut même plus chanter. Printil a été expulsée du paradis boréal, sous-marin, pour devenir humaine, car elle a été accusée d'avoir lu avec passion les lettres d'amour des marins de Terre-Neuve, alors qu'il est interdit aux sirènes de s'intéresser aux hommes, sauf, je cite, pour entraîner leurs navires aux abîmes, les fourvoyer implacablement vers les récifs, les ensorceler de leurs chants, leur faire perdre le nord et la raison. Cette citation fait écho au thème développé par Pierre-Marie hier. Il est temps de finir et je reviendrai pour finir aux dernières lignes du petit Mouque. « Regarde cette grotte verte, c'est notre maison. Tu vas y voir ce que mes sœurs et moi aimons le plus au monde. » Voilà ce que dit la sirène. Puis suit cette dernière phrase sur laquelle le conte se clôt. « Et elle l'entraînait et ses sœurs nageaient à sa suite. » Le conte s'arrête là et certains critiques l'estiment inachevé, car de fait, il n'y a pas de terme qui fixe le tableau final et qui boucle le récit sur lui-même. Le petit Mouque n'a même pas prononcé le troisième vœu magique auquel il a droit en lançant un troisième petit caillou. Mais il est aussi permis d'y voir ici une fin ouverte. C'est une fin typiquement célinienne avant l'heure, qui marque l'enfoncement dans les profondeurs, l'extinction qui se perd dans le néant, une ligne de fuite qui se perd jusqu'à s'amenuiser, comme la dernière note dans un concert. Ce phénomène stylistique d'effacement progressif, de vibration émotive décroissante, je l'ai baptisé par-devers moi quand je prenais des notes et que je travaillais comme apprenti universitaire ou comme étudiant plus exactement sur les œuvres de Céline, le dégonflement lyrique. On le retrouve en fin de séquence dans les romans, spécialement les romans d'après-guerre, tout spécialement lorsque le narrateur vient de convoquer le souvenir d'un être disparu et cher et close sur l'air du « je n'ai jamais su ce qu'il est devenu ». Donc je passe des citations possibles ici. Mais on trouve aussi cet effet littéraire en majesté à la fin des romans, que l'on songe à la dernière page de Voyage, souvent citée, de Voyage au bout de la nuit. De loin, le remorqueur a sifflé, son appel a passé le pont, encore une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes,
et la ville entière, et le ciel, et la campagne, et nous, tout qui l'emmenait, la Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus. L'appel déchirant du petit remorqueur semble entraîner toute la réalité extérieure de la surface à sa suite, et toute cette réalité semble se résorber comme en un point disparaissant à l'horizon, un dernier point d'orgue, un ultime point de suspension avant le silence. Il y a aussi évidemment dans cet ordre d'idées la fin encore plus souvent citée de Rigaudon. Il finira tout saoul heureux dans les caves, le fameux péril jaune. Encore, Cognac est bien loin. Milliard par milliard, ils auront déjà eu leur compte, en passant par où vous savez, Reims, Épernay, de ces profondeurs pétillantes que plus rien n'existe. Plus rien que quelques bulles à la surface, une fois que la sirène du conte a replongé, entraînant toute la surface et le lecteur ensorcelé derrière elle vers les abysses délicieux de la fiction.